Au Guyana, dans ce pays de moins d'1 million d'habitants, il s'est passé quelque chose d'économiquement spectaculaire. Pour s'en rendre compte, il faut regarder ce graphique, la croissance économique. À partir de 2019, elle explose. Elle atteint même plus de 63% en 2022. L'explication tient en 2 mots, boom pétrolier. Our oil and gas sector will continue to grow, expanding production and revenue for our people. But why stop there? Depuis 2019, le Guyana est devenu producteur de pétrole après la découverte de grandes réserves. C'est quand même un potentiel vraiment massif. Dans le pays, les retombées du pétrole sont nombreuses, des infrastructures comme ce gigantesque pont sortent de terre. Et pourtant, ce succès est encore loin de faire l'unanimité. Une partie de la population estime qu'elle n'a pas encore bénéficié de cette manne pétrolière. Et ce n'est pas tout. Le contrat entre le Guyana et les groupes pétroliers est régulièrement décrié. Beaucoup voudraient le renégocier. Malgré tout, voici comment le Guyana est devenu une nouvelle puissance pétrolière. Le Guyana, ou plus exactement la République coopérative du Guyana, c'est un pays qui se trouve ici, en Amérique du Sud, et qui compte 3 voisins, le Venezuela, le Brésil et le Suriname. Mais ça, on y reviendra un peu plus tard. Le Guyana compte plus de 810 000 habitants, sa capitale est Georgetown. Pendant des décennies, le pays a fouillé ses sous-sols avec un espoir, dénicher des gisements de pétrole comme ceux de plusieurs de ses voisins, le Brésil, le Venezuela ou Trinité et Tobago. Benahouda Abdedaïm est éditorialiste aux Échos, spécialiste des questions internationales et géopolitiques. Certains experts du secteur, notamment au Venezuela, pensent, et aux États-Unis, pensent que l'ancrage profond des grands groupes pétroliers américains au Venezuela voisin a permis d'anticiper la production offshore en mer du Guyana. Et tout bascule en 2015. Cette année-là, ExxonMobil, une major américaine du pétrole, fait une découverte gigantesque dans une zone appelée le bloc de Stabroek, situé dans les eaux, à 200 km au large des côtes guyaniennes. Et sur les 37 puits explorés, 32 se révèlent fructueux, c'est inédit dans l'histoire moderne du pétrole. Au total, les réserves prouvées dans le bloc de Stabroek sont estimées à 11 milliards de barils. Grosso modo, c'est assez comparable à un pays comme l'Algérie ou le Brésil. Homayoun Falakchahi est responsable de l'analyse pétrolière chez Kepler, une société spécialisée dans les données du secteur de l'énergie. Donc c'est quand même assez imposant. On est évidemment loin des grands pays tels que l'Arabie Saoudite, le Venezuela, l'Iran, etc. Mais encore une fois, c'est quand même un potentiel vraiment massif. Et surtout, rapporté à sa population, le Guyana est à la tête des 2e plus grandes réserves de pétrole par habitant au monde, juste derrière le Koweït. En théorie donc, la rente pétrolière est immense, et en 2015, c'est évidemment à ça que pensent les autorités guyaniennes. Après la découverte de 2015, le Guyana démarre la production de pétrole le 20 décembre 2019, qui est officiellement décrétée Journée nationale du pétrole. Les gisements du bloc de Stabroek sont alors gérés par un consortium regroupant 3 entreprises. Les Américains ExxonMobil et Hess, depuis rachetés par Chevron, et le Chinois Sinopec. Le démarrage est progressif et au bout de quelques mois, 120 000 barils de pétrole sont extraits chaque jour. Le rythme s'accélère et atteint les 900 000 barils par jour en 2025. Il est prévu qu'à la fin de l'année 2026, on passe le cap du million de barils par jour. Mais ça représente environ une part de 1% de la production mondiale. Alors c'est pas énorme en termes de quantité, évidemment, 1%. Mais en revanche, le Guyana représente la plus forte croissance en termes de production au cours des 5-10 prochaines années. Si la production décolle, c'est parce que le pétrole guyanien est relativement peu cher à produire. Grâce à sa faible teneur en soufre, il est facile à raffiner et constitue sur le marché une bonne alternative au pétrole russe sanctionné par les États-Unis et l'Union européenne. Ce pétrole facile à vendre génère des revenus qui sont placés dans un fonds souverain, le NRF, le Fonds des ressources naturelles. C'est en puisant dedans que le gouvernement peut financer toutes sortes de programmes. Et ça se voit dans le budget de l'État. En 2019, lorsque la production pétrolière a commencé, il était d'environ 1,4 milliard de dollars américains. En 2025, il est près de 5 fois plus important, avec 6,6 milliards de dollars américains. Le Guyana, pour l'instant, est dans une phase où il investit massivement dans les très grandes infrastructures publiques, c'est-à-dire les ponts, les autoroutes,
les hôpitaux, les centres commerciaux. On assiste actuellement à des exploits d'ingénierie extraordinaires vers l'ouest du pays, vers le Suriname, des ponts. Et parmi ces ponts, il y a celui-ci, le plus emblématique depuis le boom pétrolier. L'ouvrage de plus d'1,5 km de long, ouvert en 2025, a été construit pour relier la capitale, Georgetown, à la rive ouest du fleuve Demerara et désengorger le trafic. Le gouvernement a également annoncé un pipeline de 200 km pour acheminer du gaz naturel depuis la mer jusqu'à une centrale électrique de 300 MW. Le projet vise à faire baisser les prix de l'électricité dans le pays et à stimuler l'économie, car pour l'instant, tout le monde ne profite pas encore des retombées pétrolières. If they share it very equally to us, if they share it very equally and do their job in the right way, it go better for me and my kids, them a lot, and my family. Le boom pétrolier a provoqué une forte inflation, en particulier sur les produits alimentaires, percutant les plus modestes. 5 ans après le début de la production pétrolière, 58% des Guyanais vivent sous le seuil de pauvreté, c'est-à-dire avec moins de 6,85 $ par jour. Les critiques sont très importantes. Une partie de la population estime qu'elle n'a pas encore bénéficié de cette manne pétrolière en termes de services publics de base, en termes d'écoles, en termes d'emplois bien rémunérés. Le sentiment que ce pétrole est en train de créer ou d'approfondir, d'aggraver des inégalités et qu'en réalité, cette manne pétrolière profite ou bien aux infrastructures, ou bien à ceux qui peuvent se permettre d'aller dans un centre commercial ou dans un hôtel aux normes modernes, mais certainement pas à l'ensemble des Guyanais en leur fournissant du travail qui soit en dehors de celui qu'il y a autour de cet écosystème des hydrocarbures. À cela s'ajoute une controverse. Le contrat signé en 2016 entre le Guyana et les compagnies pétrolières. Ce contrat, le voici. À la page 26 de ce document, on découvre comment s'opère le partage des revenus. Les compagnies pétrolières peuvent récupérer chaque mois jusqu'à 75% des revenus de la vente du pétrole afin de recouvrir leurs coûts liés à l'exploitation du pétrole. 75%, c'est un plafond. Et il fait débat pour une raison bien précise. C'est un niveau qui est très élevé, 75%, puisque normalement dans des contrats de ce type-là pour des réserves similaires, on est plutôt autour de 25-30%. En théorie, plus le temps passe, plus les investissements seront amortis et plus cette part de 75% devrait diminuer. En attendant, si le plafond de 75% est atteint, il reste 25% pour les profits. Ils sont alors partagés en deux, la moitié pour les compagnies pétrolières, l'autre pour le Guyana, soit 12,5% seulement, auquel s'ajoutent également 2% de royalties. Le niveau de royalty, donc, qui est en fait un paiement fait avant même la production, qui est seulement de 2%, alors que ce niveau peut en général plutôt être autour de 15-20%, donc 2% des revenus qui vont directement au gouvernement. Mais ce n'est pas tout. Une autre clause du contrat est souvent pointée du doigt. Comme toute entreprise, les 3 groupes pétroliers au Guyana doivent payer l'impôt sur les sociétés pour leurs activités sur place. Mais le contrat prévoit que le gouvernement guyanien lui-même paye ses impôts à leur place. Le contrat signé pour le bloc Stabroek, donc pour le consortium mené par Exxon, est effectivement extrêmement avantageux pour les sociétés étrangères, donc pour Exxon, Chevron et CNOOC. La raison pour laquelle ce contrat est très avantageux, elle est en fait assez, je dirais, classique dans le secteur du pétrole, puisque dans le secteur pétrolier, les contrats signés avec les sociétés étrangères, en général, sont fonction de l'attractivité géologique du pays. Donc lorsque cette attractivité n'est pas prouvée, comme c'était le cas au Guyana lorsque ce contrat a été signé, le Guyana, je dirais, a pris le choix d'offrir des contrats extrêmement avantageux du coup, pour les investisseurs étrangers afin d'attirer le capital et surtout d'attirer les entreprises qui sont vraiment performantes dans le secteur. Les nouveaux groupes pétroliers qui arrivent au Guyana ne bénéficient donc pas des mêmes avantages. Reste que le contrat avec le consortium dirigé par ExxonMobil revient souvent dans le débat politique et pas seulement au Guyana. Es absolutamente ilegal. Y Venezuela lo rechaza, lo denuncia. Y tomaremos todas las acciones para detener la acción ilegal de la ExxonMobil y del gobierno entreguista de Guyana.
Si l'ancien président du Venezuela, Nicolás Maduro, critique ExxonMobil et le Guyana, c'est à cause d'une région, l'Essequibo. Le Venezuela, pays frontalier, réclame la souveraineté de ce territoire. L'affaire n'est pas nouvelle, elle remonte au 19e siècle. Mais si le Guyana est aujourd'hui propriétaire du bloc de Stabroek, où se trouve le pétrole, c'est parce qu'il se situe dans le prolongement maritime de la région de l'Essequibo. En 2023, le Venezuela a organisé un référendum sur l'intégration de ce territoire et y a octroyé des licences pétrolières. Des troupes militaires ont même été déployées à la frontière, y compris par le Brésil. Dans ce conflit, il semblerait que le Guyana ait trouvé un allié, les États-Unis. The regional threat's based on illegitimate territorial claims by a narco-trafficking regime. There will be consequences for aggressive actions. And that's why our partnership in that regard will be important. Ce soutien américain n'est pas désintéressé, car depuis son décollage pétrolier, le Guyana se retrouve au cœur d'une bataille d'influence entre les États-Unis et la Chine. Le gouvernement américain voit d'un mauvais œil la présence du groupe chinois CNOOC au sein du consortium pétrolier au Guyana. Mais il y a encore plus grave aux yeux des Américains, c'est que l'ensemble des grands appels d'offres d'infrastructures, ou presque, au Guyana sont remportés par des groupes publics chinois. Notamment un, CRCC, qui est sous sanction du Trésor américain parce que considéré comme étant contrôlé par l'appareil militaire chinois. Donc les Américains se disent on va les contester chacune des constructions importantes effectuées par un groupe chinois. Les Guyanais ont compris cette exaspération américaine qui pourrait dégénérer. Le gouvernement guyanien veut donc accueillir à bras ouverts les investisseurs américains, et pas seulement. La France a ouvert une ambassade dans le pays en 2025, et la même année, le français Total Energy a obtenu un permis d'exploration, c'est-à-dire pour chercher du nouveau pétrole. Si les autorités du Guyana accueillent encore des groupes pétroliers, c'est parce qu'il veut produire toujours plus. Son objectif est d'atteindre les 1 700 000 barils de pétrole par jour d'ici à 2030. C'est près de 2 fois plus qu'en 2025. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous aimez les sujets énergie et géopolitique, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne car ça nous aide. À très vite.